Deuxième partie de l'Africa Newsroom. Ils sont toujours avec nous. Moussa Abdulkader Diaby, vice-président de l'Union africaine des ONG de développement. Malika Cher, notre éditorialiste. Et il nous a rejoint sur ce plateau monsieur Oscar Moubiaï, avocat spécialiste en droit français et en droit congolais. Juste avant la pause, nous parlions de la situation en République démocratique du Congo. L'UNC fait donc face à plusieurs départs fracassants. C'est aujourd'hui peut-être un parti affaibli. Quelle incidence, et c'est la question que je posais juste avant la pause, sur la suite du processus électoral? Mais il n'y a aucune incidence dans la mesure où nous assistons à une théâtralisation de la politique congolaise. Et la leçon qu'on peut en tirer, c'est que M. Kabila confirme qu'il s'installe petit à petit en roi du Congo. Et à partir de là, vous assistez à des vassaux qui jouent tour à tour des rôles, chacun à son temps. M. Vital Kamerhe, aujourd'hui, la question qui se pose, au départ, il accepte un accord qui viole la Constitution. Et quand on parle de l'accord de Saint-Sylvestre, il n'y a qu'en Afrique qu'on peut entendre parler de choses comme ça, mais ce sont des bêtises. On assiste à des gens qui se sont installés dans un État mafieux, qui est un État d'enrichissement, où on soulève des questions qui sont, à mon avis, qui n'ont aucun sens. Un accord de Saint-Sylvestre, un accord ne peut pas déroger à une Constitution. Donc, déjà au départ, en 2016, il fallait poser la vraie question du départ de M. Kabila. Là, pour des raisons qui leur sont propres, nécessairement dictées par les gains faciles, ils ont accepté de prolonger le mandat de Kabila. Aujourd'hui, ils s'en plaignent, mais c'est chacun son tour. Donc, petit à petit, on est face à un pays où M. Kabila devient le grand monarque. Quand ça lui plaît, il change le gouvernement. Mobutu en avait changé 7. Et aujourd'hui, Kabila, il est je ne sais pas combien. Il est parti pour la fin. Et quand on parle de 504 jours sur le report des élections, peut-être on n'en a pas beaucoup de temps. Je suis particulièrement avocat de la société sous-traitant de Gemalto, la société qui a gagné le marché des kits électoraux. J'ai ce contrat. Les raisons qui sont avancées, c'est un mensonge d'État. Un mensonge d'État. Moussa Abdulkader Diaby. Je pense que vous maîtrisez mieux ce dossier, un mensonge d'État sur ce type de questions. Je ne ferai pas trop me prononcer là-dessus. Mali, oui. Un mensonge d'État dans la mesure où, quand la société Gemalto, société qui a la société française qui a les kits électoraux, quand il donne un calendrier et le gouvernement accepte volontairement de le prolonger, au-delà du délai qu'on lui propose, accepte de payer. Je vous apprends que les kits électoraux par mois, c'est 15 millions d'euros ou de dollars. Et si vous prolongez, vous continuez à payer et vous acceptez de prolonger. C'est comme vous avez une maison, on vous dit le chantier est prêt à être terminé, clé à la main, sur 5 mois, et vous vous dites non, je n'en veux pas sur 5 mois, je veux pour 2 ans. Moi, j'ai ce contrat-là, je trouve que ça, c'est tout ce qu'ils racontent. Ils peuvent raconter leur vie dans la mesure où ils se complaisent dans une bourgeoisie à partir du moment que le peuple souffre. Nous assistons. La meilleure industrie au Congo, c'est l'industrie politique. On y entre pauvres, on y sort riche. Maintenant, ça ne peut pas terminer. Toute personne pourra continuer à se servir. Malika Cher. Il faut s'étonner justement sur la facilité pour la République démocratique du Congo d'organiser des élections en 2011 et en 2006 et avoir cette difficulté de les organiser en 2016 et en 2017. Donc cela pose question. Pourquoi avant on parvenait sans trop de difficultés à respecter un peu les délais pour organiser des élections et pourquoi maintenant on n'y arrive pas? Donc je pense qu'on a apporté assez d'explications et puis chacun sera juge de cette situation. Nous ne donnons que notre avis et sur justement la position de M. Kagundia, c'est sa position à lui. Nous avons un avis différent, mais comme nous l'avons dit auparavant, il doit assumer sa position jusqu'au bout. On continue de débattre de l'actualité africaine dans le grand angle.
Dans le sommet des chefs d'État de la CEDEAO tenu ce mardi à Niamey au Niger, tous ont répété leur volonté de créer une monnaie unique aux 15 États membres de la CEDEAO, une monnaie qui remplacerait le franc CFA et les autres devises qui circulent dans la zone. Mais contrairement à ce qui a été annoncé, ce qui a été prévu, cette monnaie ne verra pas le jour en 2020 comme c'était au programme. Voyez ce sujet signé par Sadou Alizé Mokhtar, notre correspondant au Niger. La création de la monnaie unique dans l'espace CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, toujours d'actualité malgré la faiblesse des résultats récoltés dans sa mise en œuvre. Les chefs d'État membres du groupe de travail mis en place par la CEDEAO se sont réunis à Niamey afin d'examiner la feuille de route définissant les conditions de création de cette monnaie. 4 chefs d'État, Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, Nana Akufo-Addo du Ghana, le Togolais Faure Gnassingbé et le Nigérian Mohamedou Bouhari ont pris part à cette réunion. Les chefs d'État entendent mettre en œuvre de nouvelles formules afin d'arriver à la création de la monnaie unique en 2020. Par exemple, est-il possible d'envisager, suivant une approche gradualiste, la création formelle par les États qui sont techniquement prêts en termes de convergence macroéconomique d'une monnaie unique qui pourrait circuler comme une unité de compte à partir de 2020 dans un système de compensation dont la mise en place pourrait provenir d'une harmonisation des systèmes de paiement. Nous avons déjà suffisamment d'institutions. Nous allons vous proposer de ne pas en créer, mais de donner cette tâche à l'AMAO qui, pour les ressources, verra avec la Commission et d'autres structures, avec le renforcement de capacités pour qu'on prépare l'avènement de la monnaie unique. Créée en 1975, la CEDEAO regroupe aujourd'hui 15 pays totalisant 300 millions d'habitants qui utilisent des monnaies différentes. À l'issue de la réunion de Niamey, c'est l'approche globale qui a été privilégiée. Un délai de 3 mois est donné au comité interministériel pour proposer une nouvelle feuille de route en vue de la création de cette monnaie. La task force a exhorté les États à prendre les mesures nécessaires, notamment le respect des critères de convergence qui permettraient de réaliser les objectifs de création de la monnaie unique de la CEDEAO à l'horizon 2020. Cette 4e réunion de la task force présidentielle sur le programme de la monnaie unique intervient alors que le continent est en plein débat sur l'avenir du franc CFA. Prévu initialement en 2009 puis en 2020, la création de cette monnaie unique ne cesse d'être reportée. Les chefs d'État se sont encore donné rendez-vous à Accra au Ghana en février 2018 afin de se pencher sur la question. Alors cette monnaie unique interne à la zone CEDEAO, on en parle déjà depuis 30 ans. Comment expliquer sa difficile mise en place? Est-ce que c'est dû, comme le pense Marcel de Souza, le président de la commission de la CEDEAO, à des problèmes de convergence entre les États membres? Oscar Moubiaï. Moi, je pense qu'ici, il y a une leçon à tirer. Les chefs d'État africains, tout à l'heure, on parlait du Congo. L'Afrique, en général, sont des spécialistes en report des calendriers. Donc, quand ils se donnent encore un calendrier, je ne crois pas qu'ils vont tenir ce calendrier. Maintenant, la vraie question sur la monnaie unique, est-ce que doit-on le faire parce qu'on est en imitation de l'Europe qui a créé la monnaie unique et aujourd'hui, on connaît les difficultés que cela représente sans qu'on ait eu une institution politique. Et aller vers la monnaie unique est une chose, mais est-ce que nous avons tiré l'expérience de la monnaie unique dans l'Union européenne pour poser le vrai problème de l'institution politique pour arriver à assurer la stabilité de cette monnaie? Nous savons qu'en Afrique, bon, le Congo fait une exception, c'est bien entendu souvent mal. Ce n'est plus le cas du Congo maintenant, nous sommes sur la monnaie unique zone CFA, parce que le Congo n'est pas dans cette zone-là. Mais vous savez qu'en Afrique, que ce soit la zone CFA, s'aligne toujours sur une monnaie étrangère. Comment on arrive? La vraie question de la monnaie, c'est la souveraineté des États. Est-ce qu'on est suffisamment bien outillé, bien armé pour pouvoir résister par rapport à la monnaie, donc euro ou dollar, les deux monnaies qui peuvent influencer et toujours cette monnaie-là? C'est ça la vraie question. Moussa Abdoul-Kader Diaby, la CEDEAO est prête à cette monnaie unique? En tout cas, elle est motivée depuis 30 ans. Voilà.
C'est-à-dire que, et ça c'est assez regrettable de voir qu'une motivation peut être aussi longue. C'est-à-dire que quel est vraiment le réel engouement de ces dirigeants africains? Sont-ils eux-mêmes motivés si l'institution CEDEAO l'est, en tout cas dans les écrits? Donc je pense clairement qu'il y a un défaut de volonté politique de nos chefs d'État africains pour pouvoir arriver à cette monnaie unique. Souvenez-vous, il y a eu déjà, c'est pas le premier report, on en est au 4e, au 5e, ça va être certainement le 5e report. Et puis il y avait une phase, une première étape, un premier niveau d'arriver à la monnaie unique qui était prévu, puisqu'il y a 7 États qui ne sont pas dans la zone CFA. Il fallait déjà une première monnaie unique pour ces 7 États, dans un premier temps, mais ça a été complètement éliminé, retiré de la feuille de route. Ça aurait pu être une première étape qui permettrait justement de mettre la contrainte justement sur la zone CFA à rejoindre cette monnaie unique qui aurait été créée déjà en 2015. Donc je pense qu'il y a clairement... Je peux comprendre des problèmes de convergence entre les différentes économies, oui. Il y a une certaine disparité entre les économies de ces différents pays, oui. Mais on sait que la zone CEDEAO est quand même tirée par certains États, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée, même la Guinée qui peuvent également prendre le lead en fait sur ces questions-là pour essayer de tomber d'accord et puis ensuite que les autres États puissent suivre. Et c'est en cela que je vais rejoindre quand même la proposition du président de la République du Niger qui consiste à dire, ben ouais, on a trop traîné. Allons sur une monnaie et puis ensuite on intégrera les États ceux qui sont déjà techniquement prêts, on crée la monnaie dans cette zone-là et puis ensuite les autres suivront les cahiers de charges ou les conditions qui auront été fixées dans cette zone. Alors justement, c'était ma question. Donc le président nigérien Mamadou Issoufou pour qui il faudrait mettre en place cette monnaie en 2020 et puis intégrer au fur et à mesure les États qui vont se mettre, en tout cas qui seront prêts à ce moment-là. Cette idée qui suit donc le modèle européen, l'euro. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? L'intégration progressive, pourquoi pas, justement, pour ne pas pénaliser certains pays. Mais avant tout, il faut partir des fondamentaux. On parle de la création d'une monnaie unique. C'est un idéal sur lequel il faut pousser et aller, c'est certain. Ne pas reproduire certaines erreurs qui ont été commises par les autres espaces régionaux sur d'autres continents aussi. Il faut, justement, si on oublie toute la gouvernance politique et on ne met que sur la gouvernance monétaire, on risque vite d'être déçu par cette monnaie unique. Une chose, l'Europe s'est construite sur le commerce intra-européen. Aujourd'hui, le commerce intra-européen, c'est 60% en général des échanges commerciaux de ces pays, comme la France par exemple. Dans cette zone de la CEDEAO, par exemple, on est juste à 9%. Donc, si on est à 9%, même avec des monnaies différentes, c'est qu'il y a un problème de base. Donc, il faut s'atteler déjà à lever ces obstacles-là et après nous pourrons passer justement à une convergence économique et justement à la monnaie unique. Si nous n'arrivons pas à déjà développer le commerce intra-africain, c'est que nous ne sommes pas encore mûrs justement pour aller vers la monnaie unique. On peut par exemple aller vers une monnaie unique de 2, 3 États, 4 États, pourquoi pas. Mais si on veut l'élargir au maximum à la zone de l'Afrique de l'Ouest, il faut lever ces barrières-là. 9%, c'est le pourcentage des échanges intra-africains en Afrique de l'Ouest. C'est très peu. Donc levons les barrières, notamment en ce qui concerne les douanes. C'est un processus qui a été mis en place avec le tarif extérieur commun, mais il y a encore des choses à établir, des vérifications, des clarifications dans le domaine fiscal, il y a plein de choses sur le domaine juridique, il y a encore beaucoup de chantiers qui sont à concrétiser. Et juste une chose, nous sommes face à des pays qui n'ont pas justement la même stabilité économique. C'est pour cela qu'on ne peut pas aller vers une zone large. Le Nigeria n'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal n'est pas le Mali. Certes, il y a des ressemblances entre ces pays, mais la stabilité économique n'est pas encore valable partout. Donc il faut y aller progressivement. Il faut fusionner aussi 2 espaces. Il y a encore l'UMOA et la zone monétaire ouest-africaine. On est encore sur deux polarités. C'est une question qu'il faut résoudre aussi. Oscar Moubiaï, vous êtes d'accord, vous, avec ce long travail à faire en amont avant d'envisager cette monnaie? Je suis d'accord, mais la problématique peut être posée autrement. Quelle est
le vrai problème, est-ce qu'à partir du moment qu'on considère que la monnaie est un instrument au service de l'économie, nous pouvons soulever la question qui consiste à dire, est-ce que notre marché intérieur, qu'on veut un marché commun africain, où il y aura cette monnaie, sommes-nous prêts, comme tout à l'heure l'intervenant qui m'a précédé, de gauche, excusez-moi. Malika Cher. Monsieur Malika, désolé. Bon, voilà, le disait, il y a cette disparité des niveaux économiques des différents pays. Mais au-delà de ça, la vraie question, à mon avis, à partir du moment que l'Afrique va continuer à rester toujours le réservoir de pays dits développés ou industrialisés, cette monnaie unique, je ne vois pas à quoi ça va servir, parce qu'on va toujours être dépendant. Et de là, on ne pourra pas. Et à partir du moment que le pays africain, tout à l'heure on parlait des institutions politiques, n'arrivent pas à respecter des règles, déjà au niveau de l'Union européenne, on n'arrive pas à respecter le plafond qu'exige l'Union européenne. Alors, des pays où les chefs d'État ne respectent pas des règles, comment on va imposer une règle qu'ils vont suivre? Ils ne suivront pas. On parlait maintenant des disparités, des systèmes juridiques. Il y a eu un effort avec l'OHADA, mais sauf que le système juridique, quand on impose les règles du marché par rapport à celui qui vient acheter sur le marché, ce n'est pas celui qui vend qui impose les règles, c'est celui qui vient acheter qui impose les règles. Là, il y a un problème. Donc, il faudra soulever seulement une question de souveraineté économique et politique. Là, on veut une souveraineté économique sans pour autant être à même de respecter les règles en interne et d'être capable de résister face aux puissants que l'on appelle souvent les décideurs, parce que eux qui placent les mêmes hommes politiques qui ne peuvent pas faire face. S'ils résistent, on leur dit de dégager. C'est ça la vraie question. Merci monsieur. On va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants juste après une courte pause donc.